C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, cette question, Donald Trump est-il hors de contrôle? Qui a dit? Quand on ne dispose que d'un marteau comme outil militaire, on raisonne tous les problèmes en termes de clous à frapper. Donald Trump menace et tape éventuellement. Eh bien, il s'agit du colonel Goya et il est avec nous sur ce plateau. Et oui, on vous lit dans le point, colonel. Et voilà qui résume parfaitement nos enjeux aujourd'hui. Une vidéo, vous le savez, choque le monde. La mort d'Alex Pretty, tué par la police de l'immigration américaine. Les mots forts fusent concernant le président américain. On entend radicalisation, on entend bascule autoritaire. On va regarder ensemble ce que cela nous dit du monde, selon Trump, de son rapport au pouvoir. Les coups de marteau, la possibilité d'une confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran revient sur le devant de la scène. Un porte-avions entouré de destroyers de l'US Navy s'approche actuellement des côtes iraniennes. Une puissance de feu considérable. Vous saurez tout. Donald Trump déclenchera-t-il de nouvelles frappes américaines sur les gardiens de la Révolution? Et avec quel objectif? Faut-il imaginer des bottes de GI sur le sol iranien? Ou s'oriente-t-on plutôt vers un blocus économique? Peut-il par ailleurs réécrire le scénario vénézuélien? Mais donc cette question, Donald Trump est-il hors de contrôle? Écoutez, regardez. S'il n'a pas de limite, il peut insulter tout le monde, il peut bouleverser les institutions internationales, les institutions intérieures, il peut mettre des gens en prison demain. Enfin, il peut tout faire, quoi. Je crois qu'il y a un projet qui est un projet, encore une fois, beaucoup plus impérial. Il y a en tout cas la volonté aussi de maîtriser tous les contre-pouvoirs, de les mettre à sa main. Donald Trump ment. Il dit, il impose son narratif à lui. Il distord la réalité. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, nous sommes sur ce plateau et j'en suis ravie donc avec le colonel Michel Goya. Honneur vous a été rendu. Consultant militaire LCI et auteur de Théorie du combattant aux éditions Perrin et donc auteur de cette théorie du marteau de Trump, c'est-à-dire dans Le Point. Bonjour à vous Magali Barthès, merci également d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste international LCI. Bonjour Guillaume Roquette, ravi de vous retrouver bien évidemment. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et bonjour à vous Olivier Piton. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Avocat en droit français et américain à Washington. Le grand dossier Trump est-il hors de contrôle? C'est donc parti. Et pour commencer, cette image des dernières heures. C'est l'hommage des collègues d'Alex Pretty. Ses collègues de l'hôpital où il travaillait en tant qu'infirmier lui ont rendu cet hommage. Alex Pretty, 37 ans, a été abattu par un agent fédéral de la police de l'immigration américaine en marge d'une manifestation à Minneapolis. Ça s'est passé samedi. Justine Jankowski, vous êtes en direct avec nous depuis Washington. C'est l'onde de choc, hein. Elle est immense. Oui, deux anciens présidents qui appellent à réagir face à ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la démocratie. Il y a d'abord eu Barack Obama, qui est généralement plutôt sur la réserve, pour qui, je cite, le meurtre d'Alex Pretty devrait être un avertissement pour tous les Américains. Et puis, on a ensuite entendu Bill Clinton prendre la parole à son tour, qui appelle les Américains à se lever et à s'exprimer. On sent la grogne qui monte ici aux États-Unis entre les manifestations, les prises de parole, les critiques de l'opposition et puis, c'est plus rare, l'inquiétude exprimée par les républicains dans le camp même de Donald Trump. Donald Trump qui persistait hier à considérer que le meurtre d'Alex Pretty était dû au chaos que faisaient régner les démocrates qui dirigent la ville de Minneapolis. Mais c'est un petit peu plus rare. On a vu aussi dans une interview qu'il a donnée au Wall Street Journal qu'il restait pour une fois sur la réserve. Il a dit que la Maison-Blanche était en train de revoir les éléments de l'affaire. Donald Trump sent peut-être qu'il est en train de perdre l'opinion publique sur ce sujet. À titre d'exemple, il y a un récent sondage qui est sorti qui dit qu'en matière de politique migratoire, les Américains soutiennent de moins en moins la politique de Donald Trump. Le taux d'approbation est passé de 53% à moins de 40% ces 6 derniers mois. Merci beaucoup Justine Jankowski depuis Washington et c'est bien tout le rapport de Donald Trump au pouvoir, sa radicalité même qui est interrogée. Et pour bien comprendre, il faut s'arrêter sur la définition de la police anti-immigration de Donald Trump. Est-ce même une milice, comme on peut le lire par endroits? Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump, il a un objectif, c'est expulser 1 million de clandestins chaque année. Il mise sur donc l'ICE. Vous n'inquiétez pas, vous allez tout comprendre avec nous. Mais ces méthodes, vous l'avez compris, sont très très contestées, voire même jugées illégales.
On va plus loin avec Magali Barthez. Allez, on y va. Magali, qui sont les policiers anti-immigration de Donald Trump? Alors, c'est une police fédérale. C'est le bras armé de la politique migratoire de Donald Trump. Il faut savoir que l'ICE, elle a été initialement lancée en 2002 pour lutter contre le terrorisme. Et donc, que ses objectifs ont été détournés par Donald Trump, qui en a fait un instrument de sa politique de traque des clandestins avec des méthodes extrêmement brutales et controversées. Trump leur a accordé des moyens financiers considérables, 11 milliards de dollars cette année, auquel il faut ajouter 30 milliards pour un fonds spécial pour financer les expulsions. Vous le disiez, la Maison-Blanche a fixé un objectif 1 million d'expulsions d'ici la fin de l'année. Ça veut dire quand même 3000 arrestations par jour. Autant dire que pour atteindre ces objectifs, il faut aussi augmenter les effectifs, plus 12 000 hommes l'an dernier par rapport à l'année précédente, des nouvelles recrues qui sont attirées par des primes extrêmement importantes. Et on sait, en tous les cas c'est ce que disent les médias, que parmi ces recrues, il y a notamment des insurgés du Capitole qui ont été graciés par Donald Trump, des miliciens d'extrême droite, les fameux Proud Boys, qui sont proches de Donald Trump. Il y a un motif d'inquiétude, c'est la formation, parce que la formation elle est extrêmement accélérée. C'était 16 semaines au départ, aujourd'hui c'est à peine 8 semaines. Et on voit bien que quand ils se retrouvent face à des manifestants, ils ne sont pas prêts. Et on voit la rapidité avec laquelle la situation dégénère et la brutalité de la réponse. Cette brutalité, elle est vraiment revendiquée par l'ICE, dans ses spots de recrutement. D'ailleurs, elle fait le parallèle, vous savez, avec les Pokémon, vous savez, cette série télévisée où il fallait les attraper. Attrapez-les tous. Ça, il parle des clandestins. Regardez. Et Magali, il nous faut nous arrêter sur un homme. C'est l'homme qui est à la tête de cette ICE et un homme particulièrement controversé. Oui, alors il s'appelle Grégory Bovino, 57 ans, un ancien garde-frontière de Californie, devenu l'opérateur très zélé en fait de Donald Trump. Alors il aime s'afficher au milieu de ces hommes, visage découvert, avec cette tenue qui a beaucoup fait parler, ce long manteau vert. Le gouverneur démocrate de Californie a tout de suite dit qu'il y voyait un uniforme SS. Bovino s'est insurgé. Mais il aime se mettre en scène au milieu de la bataille. On l'a vu à Los Angeles, on l'a vu à Chicago. Ça, ce sont des images qui ont été tournées le 20 janvier à Minneapolis, où on le voit lui-même dégoupiller une grenade qu'il lance sur les manifestants pour essayer de les disperser. Greg Bovino, il aime la controverse. Il aime la lumière, il aime la manière forte et il dit que sa vocation d'ailleurs lui est venue en regardant un film à l'âge de 11 ans, un film qui s'appelle The Border avec Jack Nicholson où l'on voyait justement à l'œuvre la police des frontières et ce sont ces méthodes brutales manifestement qui ont attiré ensuite l'attention de Donald Trump lorsqu'il l'a vu à l'œuvre notamment à Los Angeles. Ce qui est certain, que ce soit avec René Good ou avec Alex Pretty qui ont été tués par ses agents, à chaque fois, Greg Bovino prend la parole pour défendre les méthodes de l'ICE encore ces dernières heures. Lorsque les politiciens, les dirigeants communautaires et certains journalistes se livrent à cette rhétorique enflammée, dont nous parlons sans cesse, lorsqu'ils choisissent de dénigrer les forces de l'ordre, en les traitant de Gestapo ou en utilisant le terme enlèvement, c'est un choix qui est fait. Et ce choix entraîne des actions et des conséquences. Merci beaucoup Magali Barthez. Oui, Maître Olivier Pitou en direct depuis Washington. On voit un mot revenir encore et encore ces dernières heures, s'afficher même en une. Parfois, on va le voir dans quelques instants, c'est le mot fascisme. Alors il faut peser ces mots-là bien évidemment. Mais vous, depuis Washington, tout avocat que vous êtes, qu'en pensez-vous ? Alors moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec des mots valises, donc je vais me limiter uniquement à mon petit statut d'avocat. La question est-elle, est-ce que Donald Trump a violé l'état de droit aux États-Unis aujourd'hui, 26 janvier ? La réponse est non. Maintenant, on va nuancer. Même si la réponse est non, il y a des tentatives de sa part depuis le premier jour de sa deuxième présidence de repousser au maximum les limites de ses prérogatives. En gros, pour résumer, d'élargir au maximum
le champ du pouvoir exécutif, donc le sien, en forçant, en tordant certains bras, en assumant de mettre la pression sur un certain nombre d'acteurs, en particulier des acteurs judiciaires. Mais pour l'instant, il n'a jamais franchi, je le dis parce qu'il faut éviter de tomber dans l'excès inverse, ça va peut-être venir, on est tous extrêmement vigilants, mais aujourd'hui, il n'a pas franchi le Rubicon, il n'a pas franchi la ligne rouge. Concernant, alors il y a toujours une petite confusion entre l'ICE et les Borders Patrol. En fait, c'est les Borders Patrol, la police des frontières qui est à l'origine de la mort d'Alex Pretty. Il faut savoir quand même, on parle de 2 morts emblématiques, hein, René Good il y a 2 semaines et Alex Pretty aujourd'hui. C'est 32 morts en 2025 du fait de l'ICE et des agences gouvernementales qui sont équivalentes. 32 morts en un an, c'est énorme et ça explique ce que vous avez très bien dit au tout début de votre reportage, c'est que l'opinion publique est en train de se retourner et elle est dorénavant extrêmement sceptique, pour ne pas dire plus, sur les méthodes employées pour cette promesse de campagne de Donald Trump qui était la lutte contre l'immigration clandestine. La méthode choque et effectivement, il y a de la part de plus en plus d'Américains une remise en cause de ces agents. En 2 mots, ce sont des gens qui, comme ça a été très bien dit, ont des primes importantes et qui le font aussi parce que ça rapporte de l'argent de faire partie de l'ICE et de ses agences et qu'elles sont mal formées. Elles sont insuffisamment formées et dans des cas de haute tension et de confrontation, visiblement, c'est malheureusement une évidence, elles n'arrivent pas à gérer le stress. On reste ensemble, maître. Merci beaucoup. Le poids des mots. Très important, le poids des mots. Je le disais, ces mots-là, on n'a pas décidé de les jeter sur la table comme ça un beau matin. Dans la presse, on les voit grandir, donc il faut s'en saisir et les interroger. Voilà, oui, c'est du fascisme. Voilà ce que l'on peut lire. C'est signé Jonathan Reich. On voit également le Guardian, ce à quoi le fascisme... et là, on lit, il essaie d'instaurer le fascisme après la mort de René Nicole Good. L'épicentre de la colère anti-Trump est à Minneapolis. Ce mot-là, ces mots-là, colonel Goya. J'ai toujours un peu de mal, effectivement, avec l'emploi de ce terme qui est utilisé un peu à travers, mais là, je vais prendre un peu ma casquette d'historien, mais revenir un peu sur les origines des États-Unis. C'est-à-dire, en réalité, Donald Trump, c'est le personnage qui dont les pères fondateurs des États-Unis ne voulaient surtout pas, se méfier énormément. C'est-à-dire que les pères fondateurs des États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle, leur anti-modèle, c'est la République anglaise, et c'est la confiscation de cette République anglaise au siècle précédent par Lord Cromwell, qui était le patron de l'armée et qui, d'un seul coup, est devenu leur protecteur et qui a établi un exécutif hyper puissant qui s'est imposé et qui a tué, d'une certaine façon, la République. Et c'est la raison pour laquelle les pères fondateurs ont établi toute une série de contre-pouvoirs, de contrôle, de systèmes de contrôle du président des États-Unis, le premier étant d'ailleurs qu'il n'avait pas d'armée, il n'y a pas d'armée permanente. En revanche, il y avait des miliciens, etc., etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement quelqu'un qui est en train d'essayer d'étendre son pouvoir, incontestablement, d'étendre le pouvoir de l'exécutif, en employant notamment des forces armées régulières, même sur le territoire national, par exemple, en utilisant une force fédérale de police. L'immense majorité des forces de police sont aux États, voire des villes. Et là, on a un instrument fédéral, donc entre les mains de Trump, incontrôlable, en utilisant par exemple aussi des sociétés privées qui sont directement aux ordres de l'exécutif, etc. Puis après, dans d'autres domaines, en s'attaquant à la presse, en s'attaquant au contre-pouvoir, en essayant de contrôler la Cour suprême, et puis en essayant de faire peur aussi alors il a la majorité pour l'instant au Congrès, mais c'est une majorité qui, pour beaucoup, tient par la peur. Donc il y a, ce qui est certain, il étend son pouvoir. À l'extérieur, il fait des choses aussi qui sont très limites dans l'emploi de la force. Il outrepasse quand même assez largement ce que la Constitution américaine a prévu, en tout cas pour l'emploi de la force. Et l'intérieur, je termine là-dessus, j'ai oublié, parler de l'emploi les méthodes de l'ICE. Par exemple, il y a 2 choses qui choquent en réalité beaucoup les Américains, notamment les Américains de droite, conservateurs. Il y a qu'on ait donné le droit à ces gens-là de pénétrer dans des maisons, d'aller faire des investigations dans les maisons sans aucun mandat, de manière totalement arbitraire. Donc vous pouvez pénétrer,
peuvent pénétrer n'importe où pour aller traquer des gens. Et le deuxième, c'est qu'ils s'attaquent, avec ce cas particulier, aussi à la liberté de port d'armes. Et d'ailleurs, la NRA, ultra puissant lobby de l'arme, attendez, donc là, il y a commence à s'opposer à Donald Trump. Oui. Complètement. Donc on commence à se déployer, à se présenter la figure, alors pas du fasciste, parce qu'il n'y a pas de parti unique, il y a l'idéologie quand même assez floue, au moins de la part de Trump, mais il y a cette figure du tyran. Je veux dire, voilà, c'est dans l'histoire américaine, ce qui fait peur, en réalité, c'est la figure du tyran. Guillaume Roquette, le fascisme, le tyran, les mots sont assez fous. J'allais dire les mots sont violents, mais le colonel Goya a raison de faire référence à cette histoire des États-Unis. Elle a toujours été une histoire violente. Je rappelle que l'acte fondateur des États-Unis, c'est la guerre de sécession, qui est une des guerres civiles les plus abominables de l'histoire, qui fait 700 000 morts. 700 000 morts dans les années 1860. Donc j'allais dire que malheureusement, cette violence, elle est constitutive de l'identité américaine. Est-ce que Trump est un fasciste ? Je ne le pense pas. Le fascisme, c'est une prise de pouvoir autoritaire qui fait régner l'ordre par une terreur physique en suspendant les institutions démocratiques. Jusqu'à présent, et Maître Piton l'a rappelé à juste titre, à chaque fois qu'il y a eu des contestations judiciaires de l'action de la politique migratoire de Trump, ces décisions de justice ont été suivies des faits, notamment pour annuler des expulsions. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut mener une politique brutale, parce qu'elle est objectivement brutale, mais quand vous allez chercher des immigrés illégaux et leurs enfants jusque dans les écoles, dans les hôpitaux, effectivement, c'est d'une dureté qui peut nous choquer, sans pour autant sortir des règles démocratiques. C'est tout ça l'enjeu. Maître Piton, merci encore une fois d'être resté avec nous en direct depuis Washington. La NRA furieuse, le super puissant lobby de l'armement, j'insiste sur ce point. Certains à droite qui doutent, les démocrates par la voix de président qui se réveillent. Et on voit Donald Trump qui parle au Wall Street Journal et qui dit on va examiner tout concernant cette fusillade mortelle. Et il a suggéré que les agents de l'immigration quitteraient finalement la zone sans donner de calendrier pour le moment. Mais vous avez l'impression que quelque chose est en train de se passer, un tournant, peut-être celui qui va pousser Trump à redescendre de quelques degrés ? Là encore, je vais garder ma petite casquette d'avocat. Le problème qui se pose sur les deux enquêtes en cours, celle concernant René-Nicole Goode il y a 15 jours et Alex Poetti aujourd'hui, c'est la défiance à l'égard de la justice. C'est un des points extrêmement importants pour comprendre aussi dans quelle situation se trouvent en particulier les modérés, les indépendants aux États-Unis qui sont en train de lâcher Donald Trump. Le fait est que normalement, lorsque ce type d'affaires arrive, il y a une coordination, une coopération entre la justice fédérale, qui est soit celle qui est commanditée par le FBI ou par le ministère de la Sécurité intérieure, le DHS, avec la justice de l'État concerné, donc en l'occurrence ici le Minnesota. Et dans les deux cas de figure, le FBI pour le cas de Goode et ici la DHS pour le cas de Poetti refuse tout type de coopération avec l'État du Minnesota. On est donc dans une sorte de défiance qui, à partir du moment où la justice rendue n'est pas acceptée, c'est le début de l'impossibilité de trouver les moyens d'un apaisement. Et Donald Trump, dans son interview au Wall Street Journal, dit à peu près grosso modo que cela, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'une décision de justice soit absolument inattaquable, et c'est pas gagné, pour que la tension redescende. C'est donc effectivement, je suis d'accord avec vous, un début de prise de conscience, mais il faut savoir que ces soutiens, en particulier sur les réseaux sociaux, sont extrêmement virulents. Ils l'étaient à l'égard de René-Nicole Goode en l'accusant de tous les maux. Ils le sont également avec Alex Poetti en l'accusant de tous les maux. Et donc, on est quand même dans une situation encore extrêmement explosive et qui risque de le rester dans les jours, voire les semaines qui viennent. Merci, Maître Piton. Précieux de vous entendre en direct depuis Washington. Je vous en prie, Bernard Guetta. Faites votre entrée sur ce plateau, eurodéputé Renew, spécialiste de géopolitique internationale. Et vous écrivez aujourd'hui une tribune dans Libération, 9 propositions pour faire de l'Europe un front démocratique et une puissance militaire. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je ne vais pas vous ménager. Vous estimez qu'il est devenu hors de contrôle, le président américain, qu'il s'est radicalisé ? Il le fait d'heure en heure. Je pense malheureusement qu'il le fait volontairement, très sciemment, afin de faire monter la tension non seulement dans cet État et dans cette ville, mais de faire monter la tension dans tous les États-Unis.
car les élections de mi-mandat de novembre prochain s'approchent, qu'il recule dans les sondages. Il ne s'agit pas de dire que ce soit une dégringolade, non, mais le recul est quand même très marqué. On est à 10 mois de l'élection, bien des choses peuvent changer, mais lui-même et ses amis, je ne dis pas et les Républicains, lui-même et ses amis, son petit clan à l'intérieur du Parti républicain, s'inquiètent de cette situation. Et nous pouvons nous inquiéter qu'il joue la tension afin peut-être de pouvoir contester au lendemain ou au soir des élections, afin de pouvoir contester les résultats. Et comme le dit Le Monde aujourd'hui, c'est toute la stratégie de tension de Donald Trump d'une manière générale qui est en question ces dernières heures et ces derniers jours. Et regardez maintenant cette autre image, le porte-avions USS Abraham Lincoln. On apprend à l'instant qu'il est arrivé au Moyen-Orient. Ce sont les Américains, ce sont les États-Unis qui l'annoncent. Je le disais il y a quelques instants, entouré de plusieurs destroyers et d'au moins un sous-marin. Que sait-on de cette flotte massive américaine que Trump envoie vers l'Iran ? L'Iran est-elle désormais à portée de frappe d'une quantité impressionnante de puissance de feu ? Mais avec quel objectif frappe ? Peut-on imaginer des bottes de GI sur le sol iranien ou encore un blocus économique ? On en parle tous ensemble dans un instant. Merci d'être avec nous. À tout de suite. Pour tout comprendre, pour tout décrypter, toujours ravi d'être avec le colonel Goya, avec Magali Barthez, avec Guillaume Roquette et donc avec Bernard Guetta. Merci encore une fois d'être avec nous. On signale à nouveau votre tribune dans Libération aujourd'hui, dont le titre est 9 propositions pour faire de l'Europe un front démocratique et une puissance militaire. Merci beaucoup d'être avec nous. L'étau américain se resserre actuellement, ça s'accélère. Même l'armée américaine poursuit son déploiement et même son porte-avions, on l'a appris il y a quelques instants, est arrivé au Moyen-Orient. Les États-Unis l'affirment. Que sait-on de la flotte massive américaine que Trump a envoyée en Iran ? L'Iran est désormais à portée de frappe d'une quantité impressionnante de puissance de feu. Mais d'abord, il faut nous rendre en Iran. Écoutons Siavash Ghazi, correspondant France 24 et RFI. Siavash Ghazi, comment les Iraniens vivent-ils cette période d'expectative dans l'attente de savoir ce que vont faire les États-Unis ? En fait, depuis le 12 janvier dernier, c'est-à-dire depuis 2 semaines, il n'y a plus de manifestations à Téhéran, mais aussi en province. Les gens sont dans un état de choc, mais aussi de colère, surtout après la diffusion des vidéos des morts à Téhéran, mais aussi en province, où on voit des centaines de corps à même le sol, alors que les familles cherchent leurs proches tués. Il y a aussi des vidéos prises dans les hôpitaux, où on voit de nombreux blessés. Des milliers de personnes ont été tuées et blessées. Selon les estimations, on peut penser qu'il y a plus de 20 000 personnes arrêtées. Les médias officiels reprennent bien sûr la thèse du pouvoir qui affirme que la plupart des personnes ont été tuées par des groupes armés liés à Israël, mais aussi aux États-Unis. Mais désormais, tout le monde pense que les États-Unis vont intervenir. Parmi les gens qui ont manifesté, certains espèrent une intervention américaine, mais d'autres craignent que le pays ne soit déstabilisé encore un peu plus, alors que la situation est déjà très difficile, avec une inflation qui est devenue incontrôlable. En tout cas, le pouvoir menace de viser toutes les bases américaines dans la région, mais aussi Israël en cas d'attaque. L'Iran est plus près que jamais et répondra à toute agression éventuelle de manière ferme et large, a déclaré par exemple aujourd'hui le porte-parole de la diplomatie iranienne, qui a rejeté par ailleurs toute négociation avec les États-Unis en l'état actuel des choses. Merci infiniment Siavash Ghazi depuis Téhéran. Précieux d'entendre les voix depuis Téhéran. Et je vous le disais, ça vient de tomber. Donc, le porte-avions américain Abraham Lincoln est arrivé au Moyen-Orient. C'est ce qu'indique l'armée américaine. Colonel Goya, on va détailler ensemble l'armement et le rayon d'action de la flotte massive avec laquelle Trump est arrivé donc dans la région. Colonel, tous les regards, je le disais à l'instant, se concentrent sur cette USS Abraham Lincoln. Oui. Oui, alors c'est un des 11 porte-avions nucléaires dont disposent les Américains. Il était d'ailleurs assez étonnant qu'il n'en ait pas un qui soit déjà sur place dans le Golfe. Alors ce que ce porte-avions lui-même va apporter, d'abord, on le voit d'abord sur les images, c'est une force de frappe. Donc il va apporter à peu près 90 aéronefs de plus dans une zone où il y en a déjà à peu près 140 qui sont positionnés par l'US Air Force. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, il va apporter autre chose aussi. On va le voir. Donc là, c'est dans les aéronefs qui sont sur les avions qui sont sur place. Vous avez le F-35. Alors le modèle qui est utilisé sur les porte-avions, c'est le F-35C, qui peut décoller et apponter sur un porte-avions. Donc le F-35, il a plein de défauts, mais
il a une grande qualité, c'est qu'il est furtif. C'est-à-dire qu'il échappe au radar et vous pouvez pénétrer au-dessus de l'Iran pratiquement sans être décelé. Et donc, on s'en sert généralement, les Américains comme les Israéliens, comme fer de lance des opérations aériennes parce qu'on les envoie en premier, on les envoie bombarder notamment les défenses aériennes et puis ensuite on laisse passer les vagues suivantes de frappe. Voilà, donc c'est porte-avions. Le F-35, F ça veut dire toujours fighter, hein, c'est chasseur. D'accord. Ensuite, surtout, en réalité, la majorité des avions sur l'Abraham Lincoln, c'est le FA-18, fighter, attaque. Donc c'est un avion multirôle. Si vous avez vu Maverick avec Tom Cruise, ils utilisent des F-18 depuis le porte-avions Theodore Roosevelt, je crois bien. Mais alors ça c'est le cheval de bataille de l'aéronavale américaine. Donc vous en avez pas mal aussi qui sont sur place. Après vous avez d'autres types d'appareils. Alors les hélicoptères. Ça sert surtout, c'est pas l'équipement fondamental du porte-avions, ça sert surtout pour récupérer les pilotes, ça sert pour faire quelques missions logistiques, etc. Éventuellement pour amener des éléments à terre. Mais voilà, donc ça, c'est le porte-avions, ce qui peut apporter de plus, une force de frappe supplémentaire, incontestable, extrêmement puissante. Mais j'y reviens, il y a déjà la force de frappe de l'US Air Force qui est sur place et qui peut déjà faire beaucoup de choses, plus les bombardiers qui sont à Diego Garcia, plus ceux qui peuvent venir des États-Unis. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas l'absence du porte-avions qui peut justifier le fait de n'avoir rien fait jusqu'à présent. Les Américains pouvaient faire plein de choses déjà. C'est très clair. Mais il n'est pas tout seul. Non. Il n'est pas tout seul parce qu'il a une escorte qui est dotée de missiles qui peuvent frapper l'Iran. Oui, alors c'est peut-être plus intéressant en fait. Alors d'abord, première remarque, ce sont les moyens de l'US Navy, de la marine américaine, dans la région. Alors moi, mon œil de fantassin de marine, c'est que je vois qu'il n'y a pas de groupe amphibie, par exemple, comme il y en avait dans les Caraïbes. Groupe amphibie, c'est un groupe avec essentiellement un porte-hélicoptère, avec un bataillon de marines, avec des gens qui vont faire des opérations au sol, qui sont héliportés pour aller attaquer directement au sol. Ça, il n'y a pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas envisagé, très clairement. En revanche, ce qui est intéressant dans l'escorte de l'Abraham Lincoln, ce sont les destroyers qui l'accompagnent. Plus, éventuellement, on ne le voit pas par définition, un sous-marin d'attaque, et peut-être un sous-marin lanceur de missiles Tomahawk. Et ça, tous ces éléments, ils apportent deux choses nouvelles, particulières. La première, c'est les Tomahawk. Je dis, c'est un engin de la marine, hein, le Tomahawk. Donc c'est un missile de croisière qui peut... vous avez là-dedans, vous avez au moins, si un sous-marin, vous avez au moins 200 missiles Tomahawk. Et puis vous avez le SM-6. Alors, le SM-6, c'est peut-être l'élément le plus intéressant. Alors, le Tomahawk, on l'a vu, tout le monde connaît maintenant. Donc, je rappelle que dans l'attaque du juin 2026 contre les sites nucléaires, on a beaucoup parlé des bombardements par B-2, par bombardiers furtifs, etc. Mais il y a aussi beaucoup de Tomahawk qui ont été utilisés. Et puis ensuite, il y a ça. Ouais. Et ça, c'est peut-être le plus important en réalité. Pourquoi ? Parce que le SM-6, c'est un missile très performant, associé au système de défense Aegis qui sont sur les destroyers. C'est un missile extra-atmosphérique. Ça peut taper n'importe quel missile balistique. Or, la vraie menace de l'Iran, ce qui fait un peu peur, vraiment peur en réalité, on va dire, aux Américains, éventuellement aux Israéliens, ce sont les missiles balistiques iraniens. Or ça les intercepte. C'est fait partie de ce qui se fait de mieux au monde pour ça. Et donc les destroyers arrivant, ils apportent, en réalité les Arleigh Burke, qui sont les destroyers qui portent ce type de missiles, là, sont des boucliers qui s'approchent de la zone et qui vont protéger le site contre les missiles balistiques iraniens. Ça, c'est extrêmement précieux. Voilà, mais je l'avais promis, on saurait tout. On sait tout, colonel Goya. Merci Bernard Guetta. J'ai bien sûr plusieurs questions. La première, rapidité de déploiement quand même. Une grande partie de ce dont on vient de parler était déployée dans le Pacifique. Là, c'est le message que la région, le Moyen-Orient, est à nouveau une priorité pour le président américain. Pour vous, c'est juste l'art de l'ambiguïté stratégique ? C'est la pression ou c'est synonyme de frappe ou d'opération imminente ? Votre regard ? Je ne sais pas, mais je me dis deux choses. La première, c'est que si les Américains, Trump veut par là forcer les Iraniens, le régime iranien, à une négociation, bien ce régime vient de lui dire non. Et ça nous rapproche de plus en plus de l'hypothèse d'une guerre, d'une intervention. Il faut souhaiter la frappe américaine sur l'Iran. Est-ce que vous le souhaitez ? Je sais que si j'étais iranien, je la souhaiterais. Ce qui est un peu différent.
Je ne suis pas iranien, je suis français, je suis européen, je suis observateur de la scène internationale et j'ai naturellement des craintes sur la déstabilisation régionale que ça peut entraîner. Ne nous faisons pas d'illusions. Si le régime théocratique tombe en Iran, ce qui serait éminemment souhaitable d'un point de vue tout simplement moral, après ce qui vient de se passer et après tant de décennies d'abomination. Si ce régime tombe, il est très probable que les régions frontalières, qui ne sont ni chiites ni perses, auront des tentations centrifuges, et il est très probable que l'ensemble des frontières régionales seront remises en question, gravement ou pas gravement, mais en tout cas remises en question. Donc, si on est extérieur, on se pose des questions. Évidemment, si on est iranien, mais on prie nuit et jour pour qu'il y ait une intervention américaine, évidemment. Alors, je rappelle que vendredi, dans sa prise de parole sur le sujet, Donald Trump a dit « au cas où ». Le au cas où. Est-ce qu'on est encore dans le domaine de l'ultimatum, avec de possibles discussions en parallèle, par exemple, sur le nucléaire iranien? Est-ce que tout ça, c'est à oublier, à mettre aux oubliettes, ou potentiellement c'est le fond de l'affaire, en réalité, qui se joue actuellement? Je pense que, oui, on est toujours dans ce bras de fer. Mettez-vous à la place des Iraniens. Ils se souviennent évidemment que la dernière fois qu'un porte-avions nucléaire américain s'est rapproché d'un pays hostile, c'était le Gerald Ford au Venezuela. Et ça s'est terminé par une opération militaire avec l'exfiltration du dictateur Maduro. Donc, je pense qu'effectivement, ça... Je ne suis pas sûr que ça mette en place un état d'esprit de négociation. On le voit bien, les mollahs ont riposté aux manifestations avec une brutalité et un degré de violence, d'inhumanité absolument inédit. En revanche, c'est peut-être un message à envoyer à ceux qui se préparent à prendre le pouvoir, ceux qui pourraient voir les mollahs en difficulté et donc se dire une alternative est possible. Il y a peut-être un petit peu une transition, comme on a vu au Venezuela, où ça a été le numéro 2 du régime, la numéro 2, en l'occurrence la vice-présidente, qui a pris la suite de Maduro. Je pense que c'est ça le point, parce que Trump est un homme prudent. Il voit bien que à chaque fois que les États-Unis sont intervenus massivement à l'étranger, ça s'est terminé de façon catastrophique. Alors, le colonel Goya, vous avez rappelé dans le point toujours aujourd'hui que frapper avec les Houthis, ça a plutôt fonctionné. Oui. Mais que le risque avec les Iraniens, c'est que eux, ils peuvent aussi frapper les Américains. Et les Iraniens, ils ont menacé ces dernières heures. L'Iran a dévoilé, par exemple, un panneau d'affichage mettant en garde les États-Unis contre une action militaire, une nouvelle fresque murale que vous voyez là sur une place du centre de Téhéran, un avertissement qui est très direct. Ne tentez pas de frappe militaire sur le pays. Et l'image, elle est peinte de plusieurs avions endommagés sur le pont d'envol d'un porte-avions et qui porte le slogan « Qui sème le vent récolte la tempête ». C'est partout. Il y a aussi la propagande iranienne qui a publié une vidéo de propagande qui prétend simuler comment leur missile balistique Fatah pourrait couper en deux l'USS Abraham Lincoln. De quoi faire douter les Américains? Non. Oui, en partie, c'est vrai, incontestablement. Guillaume le rappelait, en fait, Donald Trump est prudent, en réalité, dans l'emploi de la force. Ça s'agite beaucoup, etc. Mais en réalité, il est extrêmement prudent. Il a une peur bleue d'avoir des pertes américaines. Et donc, c'est pour ça qu'il utilise ce que j'appelle le marteau. Il utilise que sa force de frappe pour faire des raids, éventuellement, il est porté, mais c'est le maximum qu'il peut faire. Il a déjà par 2 fois affronté l'Iran en 2020 en faisant tuer Khalem Soleimani et puis en juin dernier avec les frappes sur des sites nucléaires. Et à chaque fois, il y a quand même un petit peu la peur de la réaction iranienne. Parce qu'effectivement, les Iraniens, ils ont une force de frappe aussi, qui, si elle est lancée massivement, sans prévenir, peut-être, sur la base de Qatar, par exemple, ou sur un porte-avions, peut-être franchir. Et il suffit d'un seul missile qui franchirait le système de défense et tout explose. Et donc, oui, il y a un risque. Alors, on se souvient qu'en 2020 et en juin dernier, les Iraniens s'étaient contentés d'une pseudo-riposte en avertissant tout le monde, une parade d'honneur, d'une certaine façon, une salve d'honneur. Et là, on ne sait pas très bien, en réalité, ce qui se passerait par la suite. Magali Barthez, et après, on va parler de blocus économique. Il y a un an, au moment du discours d'investiture, Donald Trump avait dit « Nous mesurons notre succès aux guerres que nous éviterons, que nous ne lancerons pas ».
Bon, on voit que quand même, il a fait usage de la force, mais en effet, il le fait de manière très ponctuelle. Et ce qu'il veut, c'est pouvoir derrière revendiquer un succès, même si ce succès, il est contestable. Évidemment, on a vu, par exemple, après la destruction soi-disant totale des infrastructures nucléaires iraniennes. Mais il veut pouvoir utiliser la force comme ça. Il sait que l'Amérique est traumatisée par la guerre de 2003, la guerre d'Irak, la déstabilisation régionale. J.D. Vance, le vice-président, a lui-même servi en Irak. Et il est de ceux qui murmurent à l'oreille de Trump en lui disant « il ne faut pas aller en Iran car risque de déstabilisation ». Le risque est trop important. Alors, voilà, mettons sur la table peut-être l'autre alternative. Posons-nous cette question. Donald Trump pourrait-il mettre en place en réalité un blocus maritime comme arme économique contre le régime pour l'asphyxier? Encore une fois, vous êtes convoqué au tableau, colonel Goya. Avec cette armada que vous venez de nous détailler avec beaucoup de précision, les Américains peuvent-ils frapper l'Iran d'un blocus économique et couper l'Iran du monde? Oui, en fait, je dirais que c'est peut-être plutôt l'arme préférée de Donald Trump, ça, la pression, et notamment la pression économique. Le marteau, ça vient ensuite. Et à chaque fois, je le rappelle, il ne s'agit pas de détruire l'ennemi, c'est pas possible avec ce genre d'action, mais au moins de modifier son comportement, d'obtenir quelque chose de lui. Donc là, il faut rappeler d'abord aussi qu'il y a plein de sanctions qui sont déjà imposées à l'Iran, hein, c'est sanctions très dures qui sont déjà imposées à l'Iran. Et donc là, effectivement, on pourrait rajouter encore le blocus comme face au Venezuela en réalité, avec c'est la même logique, hein. C'est-à-dire on y va et puis on essaie d'étouffer le commerce iranien, notamment le commerce du pétrole. Et voilà. Et donc comment on fait? On a un point extrêmement sensible qui est le détroit d'Ormuz. Donc là, la première chose, c'est on bloque le détroit d'Ormuz, on met les destroyers qui sont à proximité et on filtre tout ce qui se passe. Le détroit d'Ormuz, c'est une artère, hein, c'est l'artère pétrolière d'une bonne partie du monde, quand même, il faut le rappeler, parce qu'il n'y a pas que le pétrole iranien, il y a aussi tout le pétrole de la région, c'est quelque chose. Donc c'est quelque chose de très important. Rappelez-vous, dans les années 80, il y a eu beaucoup de tensions justement à ce sujet. Donc on voyait l'importance vitale pour l'Iran. Près de 57 milliards de dollars en 2023. Voilà, elle pourrait faire beaucoup plus, hein, mais du fait des sanctions, déjà des contraintes, en réalité, ils vivent de ça, quoi. Et donc, première possibilité, détroit d'Ormuz. Je rappelle qu'au passage, les Iraniens peuvent faire aussi la même chose, hein, c'est-à-dire ils peuvent pénaliser tout le commerce. Ils avaient menacé de le faire en juin dernier. Exactement. Et donc c'est une arme à double tranchant, quoi. Et colonel, peuvent-ils aussi faire un blocus plus large de tout le commerce iranien? Dans l'absolu, oui. Alors là, on voit le port de Chabar. Le port de Chabar, c'est le seul qui est port en eau profonde qui soit en dehors du Golfe. Et donc, c'est par là que part une grande partie, notamment, du pétrole en direction de la Chine, par des navires fantômes, pour l'essentiel. Donc, on pourrait imaginer simplement d'aller traquer ces navires fantômes dans cette région de la même façon que les Américains les traquent au large du Venezuela. Et puis ensuite, effectivement, on peut aussi faire un pur blocus. C'est-à-dire, on interdit non seulement de sortir, mais aussi de rentrer. Et or, l'Iran dépend aussi pour beaucoup d'importations, on les voit, pour son alimentation. Légumes, sucre ou encore les machines. Etc. Donc, on peut imaginer un blocus total de l'Iran, avec cet effet que, regardez ce qui est concerné, c'est que ça toucherait encore plus la population. Merci beaucoup, colonel Goya. Bernard Guetta, je me tourne vers vous. Est-ce que ce serait la solution peut-être la plus facile, la plus raisonnable, selon vous? Écoutez, c'est une hypothèse très très plausible. Moi, je crois à une autre hypothèse dans laquelle les Américains commenceraient par détruire toutes les capacités d'intervention régionale de l'Iran. Et une fois qu'ils auraient détruit tout cela, ce qui n'est pas du tout impossible, c'est risqué naturellement, parce qu'il y a toujours, bien sûr, mais enfin... Ça n'est pas du tout impossible pour eux. Une fois qu'ils ont détruit tout ça et que le régime n'a plus de moyens de riposter, à ce moment-là, ils font l'offre de négociation et à ce moment-là, ils favorisent un changement, je ne dirais pas de régime, mais d'homme. Mais vous croyez que la négociation est encore possible? Non, justement, négociation à peu près
que les Américains aient détruit toutes les capacités de riposte militaire de l'Iran. Et ça, on peut parfaitement l'imaginer, c'est tout à fait plausible. Et après, écoutez, c'est pas une négociation. Après, tout simplement, évidemment, que les hommes changeraient à Téhéran, et à ce moment-là, avec de nouveaux hommes, les discussions peuvent s'ouvrir. La tentation de l'asphyxie économique, on l'a déjà perçue ces derniers jours quand Donald Trump a menacé de droits de douane les amis, alliés, partenaires de l'Iran. On va le réécouter, c'est intéressant de se le remettre en mémoire. Regardez. Nous maintenons les droits de douane sur l'Iran. Si vous faites des affaires avec l'Iran, vous devrez payer des droits de douane de 25%. Cette mesure entrera en vigueur très prochainement. Alors, attendez, ceci dit, le détroit d'Ormuz, dont vous nous avez parlé avec beaucoup de précision, encore une fois, colonel, sauf erreur de ma part, lorsqu'il s'est, je reprends vos mots, déballonné, c'est ce que vous pensez la dernière fois, il y a quelques jours, Donald Trump. On a entendu dire que l'Arabie Saoudite, que Oman, que le Qatar avaient freiné aussi le bras du président américain parce qu'ils ne voulaient pas que leurs intérêts à eux aussi dans la région soient atteints. C'est hautement vraisemblable. Et donc ça pourrait se reproduire encore aujourd'hui. Ça pourrait se reproduire, sauf que Trump a peut-être d'autres cartes à jouer aujourd'hui. Vous savez, on ne déplace pas, je parle sous le contrôle du colonel, mais il me semble qu'on ne déplace pas une telle armada uniquement pour faire coucou, on est passé. Ça coûte très très cher. $300 000, disent certains. De l'heure, disons, exactement, c'est ça. pour mettre en mouvement. C'est ce que j'entends aussi. Bon. Le groupe aéronaval, pour le porte-avions. Alors, ça coûte quand même très très cher. Et puis, si on repart sans avoir rien fait, écoutez, on est un peu ridicule politiquement. Je ne dis pas que ce soit bien ou mal. Je dis qu'on est un peu ridicule politiquement. Mais on peut aussi envisager qu'on est dans un épisode de guerre psychologique finalement, parce qu'en effet on voit pas très bien ce qui a changé en une semaine ou 10 jours et pourquoi la position de l'Arabie Saoudite changerait. Si le détroit d'Ormuz est fermé, ça pénalise aussi les Saoudiens pour faire sortir leur pétrole. Mais en revanche, déployer comme ça une armada, faire mine d'encercler, faire monter la pression sur le régime, c'est une façon de leur dire vous n'avez plus d'autre choix que de revenir à la table des négociations. Et le fil n'est pas coupé, puisqu'on sait que Witkoff, l'émissaire de Trump, est en contact, ou en tous les cas l'était il y a encore quelques jours, avec le ministre des Affaires étrangères iranien. En effet, dit comme ça. Allez-y, Guillaume. Oui, moi je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que la dernière grande crise économique du XXe siècle, elle a été déclenchée par une augmentation des cours du pétrole. Et que dès que vous commencez à toucher à cette région, dès que vous commencez à entraver le commerce pétrolier mondial, l'impact, il est global sur toutes les économies développées. Et Donald Trump, qui est aussi un homme d'affaires, je pense qu'il a ça en tête. Deuxièmement, il y a déjà eu des tentatives d'embargo contre l'Iran. Est-ce que le régime des mollahs est tombé pour autant? Non. En fait, malheureusement, les régimes des sanctions, c'est pas toujours efficace. On le voit bien avec Poutine. D'exportation de pétrole vers la Chine pour l'année 2025. Il faudrait que je le retrouve, mais ça reste très important. Mais absolument, parce que l'Iran, un petit peu d'ailleurs comme la Russie de Vladimir Poutine, a des stratégies d'évitement. Et accessoirement, bien sûr, la population souffre de ces embargos. Votre correspondant le disait tout à l'heure, il y a en Iran une inflation délirante, une crise du pouvoir d'achat qui est terrible, mais les mollahs, pour autant, ils ne tombent pas. Ce sont des dictateurs, donc ils renforcent plutôt l'emprise sur le régime. Et donc ma question, c'est celle de l'efficacité d'un tel embargo. Bernard Guetta. Juste une nuance. Je crois qu'en fait, les mollahs sont déjà tombés au profit des gardiens de la Révolution, c'est-à-dire de l'armée du régime. Alors bon, ils ne sont pas tombés formellement parlant. Les institutions sont toujours là, etc. Mais je crois que leur poids a considérablement décru par rapport à celui des gardiens de la Révolution. Qui ont toujours été leurs meilleurs alliés. Donc Alors, vous savez, les alliés, il y a des tensions énormes au sein de ce régime, et pas seulement depuis 3 semaines ou depuis 3 mois. Il y a 20 ans qu'il y a des tensions considérables. Souvenons-nous quand même que le premier homme qui est suscité dans la République islamique un véritable espoir populaire était monsieur Khatami, l'ayatollah Khatami, qui était un homme du régime. Alors, en parlant du régime, l'ayatollah Ali Khamenei aurait été transféré, selon certaines informations, dans un bunker en prévision d'une possible attaque américaine imminente. C'est ce qu'avance en tout cas un rapport qui a été publié samedi par le site d'information d'opposition Iran International et relayé par Euronews ces toutes dernières heures. Donald Trump peut-il réécrire le scénario vénézuélien, la capture du guide suprême iranien? Les scénarios sont-ils tous ouverts et sur la table? On en parle avec vous, Raphaël Jérusalemi, également dans un instant, ancien officier du renseignement israélien. Ça fait plusieurs
plusieurs fois qu'on se pose la question avec vous et on se demande souvent quelles sont les informations dont vous disposez du côté d'Israël avec vos antennes et vos relais. Très bon baromètre de comprendre quels sont les signaux dans les rangs des renseignements israéliens. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Le grand dossier se poursuit, toujours cette question. Trump est-il hors de contrôle? On vous a parlé des États-Unis, on vous parle toujours de l'Iran. Avec cette information, l'ayatollah Ali Khamenei aurait été transféré dans un bunker en prévision d'une possible attaque américaine imminente. Et c'est ce qu'avance un rapport publié samedi par le site d'information d'opposition qui s'appelle Iran International et qui a été relayé par Euronews ces toutes dernières heures. Pour continuer d'en parler, toujours le colonel Goya, toujours Magali Barthès, toujours Guillaume Roquette. Merci encore une fois Bernard Gatta d'être avec nous. Et merci à vous, Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement israélien, d'être avec nous. On s'est posé plusieurs fois la question ces dernières semaines ensemble de savoir si l'ayatollah pourrait être la cible et pourquoi pas privilégié des Américains avec le support technique potentiellement du Mossad. Je sais, dans les discussions, par exemple autour de moi, certains se disent mais il l'a fait avec Maduro. Il a capturé, il a kidnappé. Est-ce qu'il pourrait en faire autant avec Ali Khamenei? Maintenant que ça se précise avec la bunkerisation potentielle, qu'en pensez-vous? Alors oui, il peut en faire autant, c'est tout à fait jouable. La question de savoir si on a besoin, comme dans le cas Maduro, de capturer vivant le guide suprême, s'il ne suffit pas de l'éliminer. Est-il suffisant d'éliminer juste le guide suprême? J'en doute. Il faut éliminer une série de personnages, une panoplie de dirigeants pour vraiment déstabiliser le régime, inclus les gardiens de la Révolution. Et puis, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce qu'il faut attaquer le régime et le guide suprême en premier, ou est-ce qu'il faut d'abord mener une opération militaire et s'assurer la suprématie aérienne, en tous les cas, au-dessus de l'Iran, à partir du moment, M. Guetta avait tout à fait raison de dire qu'il faut avant tout neutraliser les forces nuisibles pour la région, pour les Américains et pour les Israéliens des gardiens de la Révolution, tout ce qui est les missiles balistiques, les rampes de lancement, la défense antiaérienne, donc s'assurer une suprématie aérienne au-dessus de l'Iran, puis ensuite, tranquillement, aller frapper là où on doit aller frapper, à moins que l'on veuille commencer par le guide suprême, et à ce moment-là, plutôt qu'un bombardement massif du bunker, plutôt une opération des forces spéciales. Parce que ce bunker, on sait exactement où M. Khamenei se trouve en ce moment. On a pour cela des écoutes, des communications de ses gardes, de sa sécurité. On a des images. Pardonnez-moi, c'est un bunker qui avait été signalé en juin dernier, lorsque s'était posé la question aussi de l'assassinat de Khamenei, et il s'était bunkerisé dans cette région. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ça, je ne saurais vous dire. Pardonnez-moi. Allez-y, Raphaël Jérusalemi. Voilà, oui, c'est un bunker qui est célèbre parce qu'il est dans une région montagneuse et c'est le plus profond de tous les... Il y en a plusieurs, mais celui-ci est dans une région montagneuse avec une base des gardiens de révélation à proximité pour le protéger. Il est extrêmement profond sous terre, d'où la nécessité de bombardements massifs. Et si on fait des bombardements massifs, ça veut dire beaucoup d'avions qui se déplacent et donc une suprématie aérienne qui demande une opération de grande ampleur. Par contre, une opération de commando, c'est tout à fait différent, avec des complicités locales sur le terrain. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a c'est un bunker, mais en fait, ce bunker, c'est un réseau de tunnels, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits fortifiés sous terre, reliés par des tunnels, et dans ces endroits fortifiés, avec des parois en acier. Les forces spéciales qui viendront de revenir avec des machines à découper l'acier sont donc, il peut se cacher dans une de ces salles fortifiées dans le réseau de tunnels. C'est presque une petite ville, hein. C'est pas juste un bunker ponctuel, isolé. Donc c'est quand même si avec des forces spéciales, il faut se déplacer. Il y a les plans, les complicités locales ont fourni les plans de ces bunkers au Mossad et à la CIA. Cette question, Bernard Guetta, merci beaucoup Raphaël Jérusalemi. Mais est-ce que tuer l'ayatollah aiderait vraiment significativement les manifestants?
Écoutez, je ne crois pas que ça soit la chose essentielle à faire pour renverser ce régime et si les Américains interviennent. On vient d'entendre une description assez détaillée de ce que serait cette opération de s'assurer de la personne de Khamenei dans son bunker. C'est extrêmement compliqué, c'est long, ça mobilise beaucoup de gens, beaucoup de moyens. Il y a militairement parlant et politiquement donc, me semble-t-il, des choses beaucoup plus urgentes et moins difficiles, je ne dirais pas plus faciles, mais moins difficiles que celle-là. Oui, colonel. Non, c'est vrai. Après, c'est toujours pareil. C'est quel est l'objectif, quel est l'état final recherché dans tout ça d'une campagne de frappe. Avec une campagne de frappe, de raid, vous ne changez pas un régime. Vous pouvez éventuellement vous accommoder avec lui, l'obliger à changer de comportement, ou le modifier, obtenir quelque chose de lui. Mais vous n'allez pas le faire tomber avec ça. Même si vous tuez Khamenei, techniquement c'est compliqué, pas impossible, mais techniquement très compliqué. Qu'est-ce qui empêche de le remplacer par quelqu'un d'autre et qui aura la même ligne, par un des patrons des gardiens de la Révolution, et qui aura la même ligne. Ça a marché au Venezuela parce que derrière, il y avait la soumission qui était prévue, presque anticipée du reste du régime. Il n'y a pas eu de changement de régime en réalité, mais il y a eu soumission du régime, a priori, c'est pas fini. Mais là, est-ce que le régime va se soumettre aux exigences de Donald Trump, qui, au passage, ne sera pas forcément d'instaurer la démocratie ou quoi que ce soit. Mais, encore une fois, un pouvoir extrêmement solide, structure très complexe et un des pouvoirs les plus résilients de cette planète, sur cette planète. Allez-y, Guillaume Roquette. Oui, mais Raphaël Jérusalemi a déjà expliqué qu'il y avait dans la hiérarchie même du pouvoir en Iran, en particulier chez les militaires, des gens qui étaient prêts à prendre la suite de Khamenei. Et peut-être que dans ces cas-là, ça aurait un sens de supprimer physiquement le guide suprême avec une sorte d'effet double lame. C'est-à-dire que on le supprime, éventuellement on le tue, pour éviter qu'il ne s'oppose à une transition. Parce que sinon, imaginez qu'il quitte Téhéran, il se réfugie dans son bunker, il y a d'autres responsables iraniens qui prennent le pouvoir à Téhéran, mais depuis son bunker, Khamenei, avec les relais dont il bénéficie, crée une opposition interne. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un chaos, comme il y en a eu dans le passé, en Irak, par exemple. Raphaël Jérusalemi, je me tourne à nouveau vers vous, parce qu'on le sait, les indicateurs israéliens sont importants pour comprendre ce qui peut se passer, et parfois de manière imminente dans la région. Question simple et concrète. Que vous disent vos indicateurs en Israël ? Est-ce que des mesures de sécurité sont relevées actuellement ? Est-ce qu'on dit à la population, préparez-vous à quelque chose ? Que vous dit-on ? Alors, là, officiellement, non. Pour l'instant, on n'a pas demandé à la population de prendre des mesures spécifiques. La routine continue. Le front intérieur de Tsahal, qui s'occupe de la sécurité donc des civils en cas d'attaque du territoire israélien, a le bouton sur lequel appuyer pour dire aux Israéliens soyez près de vos abris. N'envoyez pas les enfants à l'école, n'allez pas dans des endroits publics, etc. Pour l'instant, aucune de ces consignes n'a été donnée. Bien au contraire, on joue plutôt le calme. Alors il y a alerte totale sur le plan militaire en cas d'une attaque, mais pour le moment, on joue. Mais il faut bien prendre en considération le fait que les Israéliens, le public israélien, même les enfants, même les gens âgés, sont très entraînés à ces scénarios, et que si, à la minute dans laquelle je vous parle, l'armée dit nous sommes en état d'alerte, prenez vos précautions, chacun saura exactement quoi faire, où se trouve l'abri le plus proche, rester à la maison, ne pas sortir s'il avait prévu de sortir, tout cela sera fait très très rapidement. Pour l'instant, donc je termine là-dessus, pour l'instant, on joue plutôt le calme, on ne veut pas faire paniquer les gens, personne ne se rue vers les supermarchés pour acheter de la nourriture, donc on joue le calme, il y a une certaine sérénité, oserais-je dire, qui laisserait peut-être aussi penser que peut-être que les Américains n'ont pas l'intention de demander à Tsahal de se joindre à eux en cas d'une opération militaire. Merci infiniment Raphaël Jérusalemi. Le temps manque, Bernard Guetta, mais nous, on doit se positionner où et comment dans tout ça, nous, la France ? En soutien au peuple iranien, en soutien politique et moral, absolument.